imposé à 19, 21 ou 24%, c'est beaucoup trop. C'est injuste. Ce couple-là paie trop, ce foyer fiscal-là paie trop. Et si vous prenez à l'autre bout de la distribution un foyer fiscal qui est à un revenu tel qu'il est frappé au taux marginal de l'impôt sur le revenu, donc 41%, vous voyez bien que des revenus du travail sont frappés à 41% pour ce foyer fiscal, mais qu'au titre de ses revenus du capital, il est imposé à 19, 21 ou 24%. Là, c'est pas assez. Et dès lors que l'on mettrait l'ensemble de ces revenus au barème de l'impôt sur le revenu, les premiers paieraient moins, ce serait juste, les autres paieraient davantage, mais ça serait également tout à fait juste. Voilà le principe de la réforme fiscale qui va être mise en œuvre. Alors cette réforme, s'il n'y avait que cet objectif-là, serait compliqué à mettre en œuvre, mais la chose néanmoins assez facilement accessible. Il se trouve que d'autres impératifs existent et dont on doit tenir compte dans cette réforme fiscale. L'autre impératif, c'est ce que Karine a voulu indiquer tout à l'heure et que je rappelais à mon tour, c'est que nous avons besoin de solliciter l'appareil productif afin que celui-ci puisse jouer le rôle qu'il a pu jouer, car nous avons besoin de produire de la richesse dans ce pays. Il n'en a pas été parlé, mais nous ne pouvons continuer longtemps avec un déficit du commerce extérieur qui l'année dernière était de 72-73 milliards d'euros, quand ce commerce extérieur était excédentaire ou équilibré jusqu'en 2002. Chaque année, notre pays s'appauvrit, non pas d'autant, mais de presque ce montant-là, puisque la balance des paiements courants est déficitaire de manière absolument catastrophique. Et si nous sommes d'ailleurs obligés d'emprunter à ce point à l'extérieur, c'est précisément parce que notre balance des paiements courants est à ce point déficitaire, précisément parce que nous ne vendons plus, plus exactement, nous vendons insuffisamment au regard de ce que nous achetons, au-delà de l'emprunt que l'État et la protection sociale sont obligés de contracter pour fonctionner. Donc il faut produire cette richesse, donc il faut que cet appareil productif se réforme lui aussi. Je veux dire qu'il faut que cet appareil productif puisse bénéficier d'investissements lui aussi. Et d'où peuvent provenir ces sommes? Bien sûr, il y a des investisseurs étrangers qui viennent en France. Ça peut d'ailleurs poser un problème, non pas par patriotisme, mais ça peut poser un problème car ces investisseurs dépendent de centres de décision qui ne sont pas tous nécessairement en France, ce qui ne garantit pas des décisions ou des choix qui seraient tous profitables et à l'emploi et à la croissance dans notre pays. Nous ne les récusons pas pour autant. Mais il serait quand même bon qu'une part au moins de ces investissements, très significatifs et pourquoi pas majoritaires et nettement, puisse provenir de l'intérieur de nos frontières. Et c'est là que, au-delà de la justice que je viens d'indiquer pour la fiscalité des produits du capital, doit aussi être prise en compte la nécessité d'inciter à cet investissement dans l'appareil productif. Et inciter à l'investissement dans l'appareil productif, cela veut dire d'avoir la plus grande attention à l'égard d'un certain nombre de produits d'épargne. Ce peut être, c'est classique, des livrets d'épargne populaire, moins d'ailleurs pour l'investissement productif que pour le logement, mais nous avons besoin de construire. Le doublement du plafond perspective du livret A bien évidemment cet objectif-là, drainer une épargne nationale afin que celle-ci puisse aider à la construction de logements quand il est vrai que nous en manquons cruellement. L'augmentation du livret de développement durable n'a pas un objectif de construction de logements, mais d'investissement dans l'appareil productif. Si nous souhaitons que nos concitoyens, vous, nous, fassions confiance à ce système, et par ces deux leviers, en confiant les économies que nous pourrions avoir, notre épargne via ce dispositif d'épargne populaire, si nous souhaitons que ça se fasse, il faut trouver un certain intérêt. Et ce certain intérêt suppose peut-être une fiscalité favorable. C'est le cas aujourd'hui. L'épargne populaire bénéficie d'un régime fiscal totalement dérogatoire. Ça n'explique pas son succès par ce seul fait-là, mais ça l'explique au moins en partie. Il faut donc faire attention, parce que cette épargne populaire ne soit pas désincitée sur le plan fiscal. Il faudra donc probablement, en tout cas c'est ce que je souhaite, maintenir ce niveau de fiscalité afin que les politiques que nous mettions en œuvre ne soient pas contradictoires. On ne peut à la fois donner un signal consistant à drainer davantage d'épargne vers ces livrets d'épargne populaire et en même temps, par les produits qu'ils servent, décourager les uns et les autres et confier leurs économies. On peut faire un raisonnement, non pas identique, mais en partie comparable, pour ce que l'on appelle l'assurance vie. L'assurance vie, c'est une collecte considérable, 1300-1400 milliards d'euros. C'est une collecte qui bénéficie d'avantages totalement dérogatoires et pour la transmission
et pour la fiscalité des intérêts qu'elle sert. Il faut donc faire attention à ce que l'on s'apprête à faire concernant ce produit, car ces 1300-1400 milliards d'euros ont deux finalités, pas exclusives, mais principales. La première, c'est l'assurance vie qui finance en partie les déficits des administrations publiques. Il faut y faire un tout petit peu attention, on en a encore besoin. Et c'est l'assurance vie qui finance aussi l'investissement productif, même si ces produits d'assurance vie financent cette production dans des proportions moindres que certains veulent bien dire. Mais néanmoins, cette proportion est tout à fait sensible. Faut-il soumettre au barème de l'impôt sur le revenu cette épargne-là quand on sait l'importance qu'elle a et pour l'administration publique et pour l'appareil productif? On peut répondre oui sur le principe, on ne prend seulement en tête que le souci de justice fiscale, et là il n'y a pas de débat, mais on voit bien que ce souci de justice fiscale doit être tempéré par l'obligation qui est la nôtre d'inciter à l'investissement dans l'appareil productif. Vous voyez, je parle beaucoup de politique de l'offre, alors que Karine tout à l'heure a beaucoup insisté sur la politique de la demande. Elle a raison, car il n'est pas question de n'avoir qu'une politique de l'offre. La croissance économique de notre pays est, pour les 2/3 ou un peu moins, la contrepartie de la croissance de la consommation des ménages, et l'on peut estimer souhaitable, certains le pensent, qu'il faut changer la structure de notre croissance économique pour donner une part plus belle et à l'investissement et au commerce extérieur, et peut-être un peu moins belle à la consommation des ménages, mais en attendant, et dès lors que la consommation des ménages fait pour les 2/3 la croissance économique de notre pays, il faut faire très attention à la consommation des ménages et donc avoir aussi une politique de la demande. C'est une politique qui n'est pas une politique consistant à appuyer sur un bouton pour avoir un levier qui se déclenche immédiatement, c'est une politique qui est un peu plus structurée que cela. C'est le dialogue social qui est actuellement en cours et qui a été lancé de façon à ce que la richesse produite dans les entreprises soit répartie de manière peut-être un peu plus équitable. La fiscalité peut aussi aider à cela. J'ignore très sincèrement ce que seront les modalités de ce que l'on appelle les 75%. Mais une modalité qui consisterait à inciter les entreprises à répartir plus équitablement la richesse produite entre tous les salariés de ces entreprises, cette modalité-là serait, me semble-t-il, facilement explicable. Un tableau sera, je crois, prochainement connu, qui montre que ces 6 dernières années, et pour la moitié des entreprises du CAC 40, l'évolution annuelle moyenne de la masse salariale de ces entreprises a été de 1%. C'est pas nul, mais c'est faible. Et l'évolution annuelle moyenne de la rémunération de ce qu'on appelle le top management, les 10, 15, 20, 50, 70, 100 plus grosses rémunérations de ces entreprises, cette évolution moyenne a été de 20%, un écart de 1 à 20. Je me permets de voir dans cette inégalité, un écart de 1 à 20, une des raisons à la crise que nous traversons, d'abord parce que la richesse est inéquitablement répartie et que quel que soit le niveau de fortune que l'on a, on ne mange que 3 fois par jour. Pas consommer au-delà de ce qui est nécessaire. Voilà, à un moment donné, on ne consomme plus. Et la fameuse théorie du ruissellement, qui a été très en vogue au temps des années Reagan aux États-Unis, consistait à dire plus les riches seront riches, plus ça débordera et ceux qui sont en dessous vont recueillir ce qui déborde. Cette théorie a totalement échoué. Parce que ça ne déborde jamais. Jamais. Ça déborde jamais. Oui, alors ils sont punis par l'obésité, mais non, parce qu'ils ont les moyens d'avoir des coachs, donc ils sont même plus obèses. Avec d'ailleurs des emplois de service, qui ont une fiscalité préférentielle, hein, vous voyez, c'est toujours un autre problème. Bon. Enfin bref, cette théorie du ruissellement a totalement échoué. Donc naturellement, on s'inscrit absolument pas là-dedans, on a combattu ça avec Pierre-Alain Muet ces 5 dernières années au Parlement avec la dernière rigueur. Mais certains y croient encore, nous aurons ces débats-là, mais quoi qu'il en soit, pour revenir à mon propos, cet écart de 1 à 20, cette injustice fondamentale entre les entreprises, il faut trouver les moyens d'y remédier. Et la fiscalité a toujours été un moyen que les États ont su utiliser pour inciter des comportements ou contraindre d'autres. La fiscalité, c'est un moyen pour modifier le comportement. Et ça marche quand c'est bien calibré. Ça marche très bien. Prenons l'exemple, je me souviens, j'étais au cabinet de Claude Evin, ce qu'on appelle les prémix commençaient à être mis sur le marché. Les prémix, c'est un mélange de soda et d'alcool. C'était un produit qui avait la faveur des jeunes générations dans des proportions tout à fait inquiétantes en termes de santé publique. On a introduit une taxe totalement dissuasive à la vente des prémix. Ça a très très bien marché. Cette taxe n'a plus rien rapporté au bout de quelques années parce que ces produits n'étaient plus vendus. Donc on avait réussi à modifier un comportement par la fiscalité. On pourrait citer 1000 exemples de dispositions fiscales qui ont au contraire incité à avoir d'autres comportements. Bref, cette mesure à 75% pourrait être, me semble-t-il, un moyen pour inciter une répartition plus équitable
de la richesse produite au sein de l'industrie, ça contribuerait à la politique de la demande. Dès lors qu'il y aurait une demande, il y aurait une offre qui serait davantage sollicitée. Cela contraindrait donc les entreprises à investir davantage pour répondre à cette demande. Bref, un cercle vertueux serait engagé et romprait avec le cercle vicieux que nous avons aujourd'hui, et qui fait que la demande décline, que l'offre est moins sollicitée, que l'offre étant moins sollicitée, l'appareil de production est suffisant à satisfaire cette demande, bref, que l'investissement ne se fait pas, l'investissement ne se faisant pas, vous voyez bien ce qui s'enclenche, et via la fiscalité, et j'en termine donc ainsi, on en revient à l'économie par laquelle Karine avait commencé. La fiscalité, c'est un moyen, avec des principes et des valeurs, avec des objectifs politiques. Je vous ai indiqué ce qu'étaient les nôtres. La fiscalité et la réforme fiscale seront un moyen, dès cette loi de finances initiale, pour remettre l'économie française sur ses pieds, car la vraie finalité, je me répète, ce n'est pas de lever des impôts, c'est de faire que notre pays retrouve son rang dans le concert des nations, et avoir notre rang, tenir notre rang, ça n'est pas seulement avoir des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ça n'est pas seulement avoir un siège de représentant permanent au Conseil de sécurité, même si ces éléments-là sont statutaires. Retrouver notre rang, c'est retrouver notre industrie, tant qu'il est vrai qu'un pays puissant ne peut l'être que si son industrie est.